Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une série de vidéos pour la revue Abeilles en Liberté. Nous accueillons aujourd'hui Bernard Bertrand et Stéphane Bonnet, responsables de la rédaction du magazine, et qui vont nous parler de la ruche de biodiversité. Et avant tout, on va peut-être commencer par une petite présentation de chacun. Bernard, si tu peux te présenter en quelques mots. Alors oui, je suis le créateur de cette revue dédiée aux pollinisateurs et j'en suis le rédacteur en chef. Ça fait 3 ans maintenant qu'Abeilles en Liberté est né. On va bientôt attaquer notre 4e saison. Eh bien, moi, je suis rédacteur indépendant. Depuis le numéro 8, je suis en charge officiellement de la coordination des dossiers. Et Bernard est sur le point de me confier le pilotage complet de la revue à partir de janvier 2022. Voilà, une transmission heureuse. Et un sacré défi à relever, mais c'est un magnifique challenge. Justement, je pense que c'est un bon point de départ pour cette conversation. Comment se porte la revue Abeilles en Liberté? La revue se porte bien. Au bout de 3 ans d'existence, on a une belle stabilité dans nos abonnés. Ce qui n'est pas évident, hein. On sait aujourd'hui que la presse se porte très mal. Pourtant, nous, on arrive à maintenir nos abonnements et à les renouveler. Alors effectivement, Abeilles en Liberté est pas une revue apicole. C'est une revue dédiée aux pollinisateurs, à tous les pollinisateurs. Et parmi eux, bien évidemment, l'abeille mellifère a une place très importante. C'est une revue qui va, si elle s'adresse à certains apiculteurs, sont plutôt des apiculteurs alternatifs qui privilégient l'observation à la production. On ne néglige pas la production, mais on en minimise l'impact, hein, en particulier au niveau du stress de la ruche et de la colonie. On y croit, on a vraiment envie d'avancer et de faire de cette revue la revue phare de toute l'apiculture alternative respectueuse des abeilles. Eh bien, moi, je vais essayer de relever ce défi, justement, avec la petite équipe dynamique d'Abeilles en Liberté et essayer de remplir cet objectif, ce qui ne nous empêchera pas de parler de techniques, d'être pédagogue dans un certain nombre d'articles et de montrer la voie ou montrer les voies, puisqu'il y en a plusieurs. Et justement, c'est ce qui nous amène à notre sujet du jour, la ruche de conservation, qui est quand même importante à vos yeux. Est-ce que, aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes à côté d'un joli spécimen de tripode. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous présenter déjà en quelques mots ce qu'on appelle une ruche de biodiversité, une ruche de conservation, une ruche refuge? En quelques mots, c'est tout simple. C'est une ruche, donc un habitat créé par l'homme, qui va copier un abri naturel dans lequel les abeilles vont s'installer spontanément, par exemple un vieil arbre creux ou un vieux mur très épais d'un bâtiment ancien. On essaie de copier cet habitat et surtout de remplacer l'habitat qui a été détruit par les activités humaines, en particulier avec les remembrements, les disparitions des haies et tout ça. Les abeilles ont de moins en moins de sites refuges. Ce sont des abris pour la faune sauvage, exactement comme un nichoir pour les oiseaux. Et il y a d'ailleurs pas mal de modèles possibles, de formes différentes. Il n'y a pas une ruche de biodiversité typique. C'est vrai qu'il y en a une à côté de nous qui est bien vivante, qui a plutôt la forme d'une ruche-tronc, mais enfin, peu importe les appellations, ce qui compte, c'est de privilégier l'équilibre de la colonie avec le minimum d'intervention humaine. Est-ce que ces ruches, comme par exemple on s'approche de la ruche-tronc, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la fabrication? Est-ce qu'on essaie de respecter justement un modèle qui existe depuis des décennies, voire des siècles? Les ruches-troncs, c'est une ruche assez universelle. Elle était présente sur tout le territoire français autrefois et souvent fabriquée de manière assez simpliste. C'est-à-dire que les anciens prenaient des arbres déjà creux, les coupaient à longueur, un toit dessus, un plancher dessous et la ruche était faite. Dans certaines régions, comme ici dans les Cévennes, la fabrication des ruches-troncs a fait l'objet d'une évolution et d'une technicité bien particulière avec un système de clés sur le dessus, avec des loses dessous, dessus. Donc ça, c'est tout un savoir-faire qui a été transmis de génération en génération, qu'Henri
à récupérer et remis au goût du jour. Ça demande un petit peu plus de technicité. Pour autant, voilà, c'est à la portée d'un petit peu de tout le monde. Même si tout le monde n'a pas les outils adéquats, creuser un tronc, on peut le faire, on peut le faire de manière assez simple. Après, on n'aura pas des belles ruches comme celles qu'on a derrière nous. On utilise aussi beaucoup de la vannerie pour faire des ruches. Il suffit de regarder notre environnement ici. Le secteur est gavé de ronces, de belles ronces, de tiges qui sont tout à fait aptes à faire des liens pour faire des ruches en paille, par exemple. Ruches en paille ou ruches en vannerie, qui sont comme les ruches troncs, les ruches primitives, les premières ruches qui ont été fabriquées l'étaient de cette manière-là. Donc ces ruches bénéficient déjà de pratiques millénaires, avec tout un savoir-faire qu'on a remis au goût du jour, qui nous permettent de travailler avec de manière facile, quoi, et accessible à tous. Oui, je crois que c'est un point important, l'accessibilité au plus grand nombre. C'est vraiment c'est au cœur de notre mission. Et donc évidemment, les contributeurs de la revue et les articles qu'ils produisent et qu'ils produiront iront dans ce sens-là, rendre accessible la pratique d'accompagnement des abeilles également. Ouais, le terme d'accompagnement est vraiment celui qui convient le mieux. L'idée, c'est effectivement d'en faire le moins possible, puisqu'on se rend compte que plus on bouscule, on s'intéresse aux abeilles, et plus on va mettre le nez dans la ruche, moins bien elles se portent. L'idée, c'est de prendre le contre-pied de cette attitude, donc d'en faire le moins possible. Pour autant, c'est ce que fait Henri ici en enrichissant le sol de la ruche avec des micro-organismes qui vont lutter contre le développement anarchique des varrois. C'est bien quand même de mettre en place des outils, et c'est en connaissant parfaitement bien la biologie de l'abeille qu'on peut y arriver, mettre des outils qui vont lui faciliter la vie et qui vont lui permettre de rester plus longtemps en place, plus longtemps en bonne santé, et de développer ses résistances, de donner à la nature ou à l'apiculteur des essaims chaque année qui ont une génétique améliorée en termes de résistance et d'auto-immunité. Oui, en faire le moins possible, ça ne veut pas dire ne rien faire. Par exemple, la ruche qui est derrière nous, elle met en œuvre une technique et un ensemble de techniques bien particulières. Donc il ne s'agit pas de mettre des abeilles dans un habitat et de laisser faire. Ça demande quand même ça demande d'énormes connaissances. Et si les abeilles mellifères s'installent d'elles-mêmes dans un site, il y a de fortes chances pour qu'elles y restent et qu'elles y restent longtemps. Si nous, on décide de les mettre dans des lieux préparés exprès pour elles, ça peut bien se passer, mais c'est pas garanti. Une forme aussi d'autogestion, d'autoprotection des abeilles. Qu'est-ce qu'on remarque d'ailleurs dans ces ruches de biodiversité par rapport à une ruche de production, par exemple, au niveau du comportement des abeilles? L'idée, c'est de limiter leur stress au minimum. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'évolution de l'apiculture moderne aujourd'hui, et l'excès d'intervention lié à l'apparition de parasites comme le varroa, puis la nécessité aujourd'hui de nourrir les abeilles absolues pour un cheptel en production, des choses comme ça, à chaque fois c'est un stress. Aujourd'hui, un apiculteur va ouvrir ses ruches plusieurs fois dans l'année. Quand j'ai commencé l'apiculture dans les années 80, on n'ouvrait quasiment jamais les ruches. On posait une hausse dessus au printemps et on l'enlevait à la fin de l'été. Aujourd'hui, il y a plein de manipulations, plein de visites, et avec des excès de l'apiculture industrielle qui sont tout à fait dommageables à l'espèce. Donc l'idée, c'est de s'éloigner puisqu'on se rend compte que les abeilles sont très menacées, et l'apiculture avec elles, à cause de ces pratiques, mais bien évidemment aussi des pesticides qui sont répandus sur les champs, etc. etc. L'idée, c'est à travers les ruches de biodiversité, en offrant aux abeilles un gîte naturel qui se rapproche le plus possible des gîtes originels, quoi, de leur permettre de s'adapter à nouveau génétiquement, et d'avoir une population d'abeilles en parallèle des abeilles de production qui soit apte à des adaptations le plus rapidement possible, quoi.
Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que nous ne sommes pas dans une opposition frontale à l'apiculture conventionnelle. Euh, on est plutôt dans une approche complémentaire. Ça n'interdit pas la production d'un peu de miel. Là encore, on n'est pas anti-miel, pas du tout. Mais on va vraiment se focaliser sur la bonne santé de l'abeille, la bonne santé de la colonie, et lui laisser retrouver sa place dans l'écosystème. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler d'un réensauvagement. C'est une question qu'on pourra se poser et qu'on va se poser dans la revue. J'avais une question concrètement. Du coup, on parlait d'avoir des ruches de biodiversité en parallèle de ruches de production. C'est-à-dire, c'est que sur un rucher, on aurait quelques ruches de production et des ruches de biodiversité à côté. Les ruches de biodiversité ne sont pas nouvelles, ça a un petit peu toujours existé. Autrefois, ça se faisait spontanément, c'est-à-dire que les ruches avaient tendance à essaimer. Les anciens apiculteurs laissaient essaimer les abeilles, et les essaims les plus faibles, ils récoltaient rien du tout. Donc elles avaient à peu près la physionomie d'une ruche de biodiversité. Sur des vieux bouquins du début du XXe siècle, on voit très nettement des ruches en paille avec des petites hausses dessus. Donc c'est des ruches qui produisaient peu, mais qui chaque année produisaient là encore des essaims. Donc on était déjà dans cet état d'esprit-là sans le formuler, sans le théoriser. Aujourd'hui, on va plus loin, puisqu'effectivement, on en fait une démarche volontaire et avec l'idée que effectivement, chaque apiculteur pourrait avoir quelques ruches de production. Pour un amateur, entre 5 et 10 ruches, moi je dirais que l'équilibre qui serait pas mal, ça serait entre 3 et 5 ruches de production et l'équivalent ruches de biodiversité. Tous les ans, il récolte des essaims, il n'est pas toujours là pour les récolter. Donc ça veut dire qu'il y a des essaims qui partent dans la nature, qui partent chez le voisin, et c'est très bien. Comme ça, l'espèce se reproduit, et puis quelques ruches en production. Il est plus dynamique en production. Et j'ai bien l'impression du coup que vous êtes déjà dans cette direction avec Abeilles en Liberté, parce que c'est une revue participative avec de nombreux contributeurs, des dizaines de contributeurs de compétences spécifiques et variées. Du coup, on est déjà en fait sur une création de réseau régional, national, une forme de maillage à cette prise de conscience que justement il y a des personnes qui sont plutôt des biologistes comme des apiculteurs traditionnels qui travaillent avec vous, qui écrivent pour la revue. Donc au final, ce sont déjà des personnes qui sont complètement intégrées à ce projet-là. Ce travail n'a de sens qu'à partir du moment où il est répété dans un réseau avec des liens très étroits, des gens qui communiquent entre eux, des partages d'expériences. On est dans une discipline toute nouvelle finalement. Les difficultés rencontrées par les abeilles sont modernes, sont contemporaines. Autrefois, on ne se posait pas tant de questions que ça. Ça marchait tout seul, l'apiculture. On mettait la hausse au printemps, on l'enlevait à la fin de l'été, et puis basta, quoi, on ne faisait rien d'autre. Ce qui est intéressant dans la ruche de biodiversité, c'est qu'on laisse les abeilles construire librement. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on ne va plus les déranger, on ne va plus déranger la reine dans son antre avec ses ouvrières qui sont autour d'elle. On ne va plus fouiner notre nez au cœur de la ruche. Ça, c'est extrêmement important. Les observations se font de l'extérieur, au trou de vol. Certains modèles de ruches peuvent être retournés, c'est le cas des ruches paille. Ça permet de certaines observations. L'idée d'Abeilles en Liberté, c'est vraiment ça. C'est de créer. Les ruches de biodiversité n'ont de l'intérêt que dans la mesure où on va créer un maillage important sur tout le territoire. Ça va bien évidemment au-delà des frontières. On prend un petit peu le contre-pied des sanctuaires. On ne veut pas sanctuariser les abeilles dans un lieu précis et tout enfermer. C'est plutôt une démarche ouverte qui s'adresse à tout le monde. Bien évidemment, si on peut travailler avec de l'abeille noire, de l'abeille endémique, des races locales, c'est super. On ne peut que l'encourager. Malheureusement, il y a des tas d'endroits où ce n'est plus possible. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut se priver de cette opportunité. Je dirais simplement que, pour compléter, que c'est une des missions de la revue Abeilles en Liberté que de rendre visible ce réseau. Déjà dans le fait que ce soit une revue participative, c'est-à-dire que chacun peut s'exprimer, chacun peut
exposer ses recherches et chacun peut contribuer au savoir, aux connaissances collectives. Et de fait, pour créer du lien, pour créer des échanges de savoir, et pour être plus fort aussi, pour pouvoir se positionner un peu plus collectivement, pour militer aussi. Ouais, c'est l'un des objectifs premiers, c'est quand même de faire en sorte que cette abeille mellifère locale et vivant à l'état sauvage soit protégée. C'est une aubaine extraordinaire pour la biodiversité, c'est une richesse incomparable. Si on la perd, on perdra les abeilles et les apiculteurs avec. On n'aura plus que des Holstein prêts à pisser du miel, mais on aura perdu l'abeille mellifère. On aura l'abeille domesticus, mais plus mellifera. Je rebondis d'ailleurs sur ce que tu viens de dire. Vous, Abeilles en Liberté, vous n'êtes pas opposé en soi à la production de miel, de propolis, etc. Et même, on en parlait plutôt hors caméra, que c'était plutôt en parallèle en fait, que c'était même plutôt complémentaire. C'est une revue militante, certes, qui va peut-être s'opposer à l'apiculture industrielle, qui est dévastatrice et qui produit aujourd'hui des effets délétères extrêmement importants sur l'ensemble de la filière. Mais on ne s'oppose pas du tout à l'apiculture de production quand elle est produite raisonnablement et dans le respect des abeilles. C'est un petit peu ça les limites que l'on se donne. Et c'est vrai que l'apiculture amateur ou l'apiculture de petite production, certains professionnels jouent le jeu d'avoir des ruches de biodiversité dans leurs ruchers. Et ça, c'est tout à fait étonnant, c'est une bonne surprise, parce qu'effectivement, on ne s'y attendait pas forcément. Certains jouent le jeu parce qu'ils ont compris effectivement que l'enrichissement génétique de leur cheptel passait par là. C'est effectivement en ayant des ruches de conservation qui vont essaimer chaque année, qui vont régénérer à nouveau un petit peu leur cheptel par des fécondations, par des mâles un petit peu d'origine différente, etc., etc. On parlait de maillage de réseau, donc il y a la volonté, donc la sensibilisation justement à ce mouvement, à cette tendance justement à ne pas se focaliser que sur la production. Mais du coup, il y a aussi la possibilité d'eux, c'est-à-dire que les apiculteurs ou les personnes intéressées doivent se munir d'une ruche de biodiversité. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés justement aux néophytes, il y en a qui sont plus adaptés au milieu dans lesquels on l'est? Quand j'ai commencé ce travail sur les ruches de biodiversité, je me suis rapidement rendu compte qu'effectivement, même une ruche carrée à cadre, abandonnée dans un roncier comme ici, parce que le propriétaire est décédé, plus personne ne s'en occupe, et qu'on remet un petit peu en lumière quelques années après, va être très vigoureuse et très vivante. Donc effectivement, le modèle de ruche a son importance, mais c'est pas le seul critère et c'est pas le critère essentiel. Alors pourquoi on fait des ruches rondes en vannerie ou pourquoi on utilise des ruches troncs? Parce que ce sont des ruches qui ont fait leurs preuves depuis des milliers d'années. Ce sont des ruches traditionnelles qui sont relativement simples et peu coûteuses à préparer, à fabriquer, bien qu'une ruche tronc, ça demande un savoir-faire particulier, une ruche en vannerie aussi. Mais autrefois, les apiculteurs faisaient leur ruche en vannerie sans être vanniers pour autant. Donc le modèle idéal, effectivement, privilégier les modèles qui copient les abris naturels des abeilles, c'est un petit peu l'idée. On va éviter de créer des ruches de biodiversité sur des modèles qui ne seraient pas bien isolés, par exemple, sur des modèles qui seraient en contact de zones humides trop importantes, des choses comme ça. Bien évidemment, on évite tout ça. Après, c'est le bon sens. Ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont jamais eu d'abeilles d'aller dans un rucher école, à condition que celui-ci soit ouvert. Et il y en a de plus en plus. On se rend compte au bout de moins de 10 ans de pratique des ruches de biodiversité, on se rend compte que de plus en plus de ruchers écoles s'ouvrent à d'autres modèles de ruches que la ruche d'Adam à cadre et proposent effectivement des connaissances de fond sur les abeilles qui pourront servir ensuite aux amoureux de l'abeille qui veulent avoir une ruche chez eux, même sans production.
Donc, Les abeilles, les pollinisateurs sont véritablement, tous les pollinisateurs sont véritablement des sentinelles de l'environnement. Ils ont beaucoup à nous apprendre et à nous aider à mieux comprendre les phénomènes de dégradation qui se produisent. Et grâce à eux et grâce à ce travail d'observation et de compréhension du vivant, je pense qu'on peut trouver plus rapidement et plus facilement des solutions pour soulager un petit peu la nature de toutes ces pressions qu'on lui met sur le dos. Bah, je trouve que c'est une bonne conclusion. On reste sur un format court du coup de vidéo et justement Abeilles en liberté, de nombreux bouquins dont tu as rédigé aussi parlent plus en détail de la ruche de biodiversité pour les internautes qui voudraient vraiment travailler un peu plus le sujet. Peut-être un dernier mot par rapport à la revue. Je crois qu'elle n'est pas en kiosque, mais Non. Comment ça se passe en fait par rapport aux abonnements? Uniquement par abonnement, donc par internet, sur le site internet ou par courrier, à Terran Magazine, petit village de Sangoigné dans les Pyrénées, Haute-Garonne. Euh, le choix de l'abonnement est tout simple. À partir du moment où on met une revue en kiosque, il faut savoir que de 50 à 60% des revues qui sont distribuées partent à la poubelle parce qu'elles ne trouvent pas acquéreur. Donc voilà, c'est un choix que l'on a fait dès le départ, de refuser effectivement la diffusion en kiosque à cause du coût écologique qui est tout à fait exorbitant et inacceptable pour nous. C'est un choix qu'on a fait pour le lien créatif, la première revue qu'on a créée il y a une dizaine d'années maintenant et que l'on a perpétuée avec cette seconde revue. Ça demande un petit effort supplémentaire peut-être pour le lecteur, mais voilà, il sait effectivement que les tirages sont bien calculés, on n'a pas de perte. Et voilà, dans un souci écologique, l'abonnement reste le meilleur moyen de diffusion à nos yeux pour respecter la nature et l'environnement. oui, on peut peut-être ajouter que très bientôt, et au moins à partir de début 2022, il y aura déjà pas mal de ressources en accès libre sur notre site internet pour commencer à élargir, à nous faire connaître et puis à donner accès à des informations pratiques pour se lancer. Et la revue complétera ces informations, bien évidemment. Merci Stéphane, merci Bernard, Merci Adrien. merci Merci. beaucoup de vous être prêté au jeu et bonne continuation, à bientôt. Merci. À bientôt.